Il avait fait chaud ce jour-là. Pas un souffle de vent dans le désert de Qumran. Lorsque le bédouin se mit à la recherche de sa chèvre, le soleil commençait déjà à baisser. Il marcha des heures, jusqu'à la nuit noire. Épuisé, il s'assit et se mit à jouer avec des cailloux. C'est alors qu'il entendit un éclat. L'un de ces cailloux avait heurté un objet dans un trou de la roche. C'est ainsi qu'à la lumière de la lune, le bédouin remonta à la corde 8 grandes jarres de terre cuite. Il y trouva d'immenses rouleaux de cuir, couverts de signes en araméen et en hébreu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs. En 1947, à l'est de Bethléem, un bédouin découvre les manuscrits de la Mer Morte. Datés du IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la plus ancienne version connue de l'Ancien Testament. L'État d'Israël, créé l'année suivante, mettra tout en œuvre pour les récupérer. C'est que les rouleaux racontent plus que les livres. Ils nous transportent dans le passé, précisément dans ce passé dont la nation veut garder la trace. Exactement comme le fragment à l'aigle qui nous occupe aujourd'hui. Soudain, nous sommes en 1594. Henri IV se fait sacrer roi de France dans la cathédrale de Chartres. L'aigle sculpté qui orne ce jubé est un fragment clé de l'histoire de France. C'est ce qui explique qu'il fasse partie de notre domaine public. En 1789, les biens ecclésiastiques et de la couronne sont mis à la disposition de la nation. Le fragment à l'aigle devient notre bien commun. Pourtant, cette protection suprême ne suffit pas à le faire échapper aux velléités d'appropriation des collectionneurs. Vous l'avez entendu, la demanderesse voudrait vous faire croire que son intérêt très personnel à garder l'œuvre pèserait plus lourd que l'intérêt général à l'intégrité du monument. Elle vous pose la question suivante. Le fragment d'un monument appartenant au domaine public peut-il être usucapé par un acquéreur de bonne foi? Vous répondrez par la négative. Sur le fondement du droit français d'abord, car les fragments de notre histoire méritent une protection spéciale. En procédant ensuite, à l'instar du juge européen, à une balance des intérêts en présence. Car l'intérêt de l'État à la conservation du monument pèse infiniment plus lourd que la propriété privée d'un collectionneur. Le déséquilibre des intérêts est monumental. En premier lieu, la protection spéciale. En second lieu, le déséquilibre monumental. La demanderesse invoque une espérance légitime, un lien très fort créé avec le fragment à l'aigle. Mais vous écarterez ces chimères, car les pierres de la cité ne sont pas susceptibles d'appropriation privée. Examinons successivement les pierres de la cité d'abord, les chimères du citoyen ensuite. Lorsque Romulus a séparé les terres, on raconte que son premier geste a été d'en affecter un tiers à l'usage public. C'est l'acte de naissance de notre domaine public. En droit romain, une partie des biens dévolus à l'État sont exclus du commerce. Il s'agit des res publicae. Elles sont si fondamentales qu'elles ont donné leur nom à notre forme de gouvernement. C'est à la protection de ce domaine public que s'attaque le demandeur. Mais rappelons-lui ce que recouvraient les res publicae à Rome. Au premier chef, les monuments publics, car ils sont le lieu de réunion du peuple. Or, si nos monuments ont changé depuis Rome, leur vocation communautaire perdure. C'est ce que souligne Hegel au sujet de nos cathédrales gothiques. Je cite. Dans ce genre de cathédrale, il y a de la place pour tout un peuple. Car ici, c'est la communauté de toute une ville et de ses environs qui est censée se rassembler. Mais à l'intérieur,
les intérêts multiples de la vie disparaissent sous les espaces immenses, infinis, avec leurs formes et leurs constructions stables, immuables, toujours répétées. Comme le révèle l'analyse de Hegel, c'est l'architecture même de la cathédrale qui est conçue pour la communauté, c'est-à-dire non seulement l'immeuble, mais aussi ses éléments décoratifs. C'est ce que prévoit aujourd'hui notre Code de la propriété des personnes publiques. Les biens meubles du domaine public sont ceux qui présentent, du point de vue notamment de l'histoire ou de l'art, un intérêt public. C'est ce qui explique que selon l'article L. 3111-1 du même Code, ces biens soient dits inaliénables et imprescriptibles. La communauté ne doit pas en être dépossédée. Par une décision du 26 octobre 2018, les sages ont déclaré cet article conforme à la Constitution. Mais alors, sur quel fondement un citoyen pourrait-il s'approprier notre fragment à l'aigle ? C'est ce qui nous conduit maintenant aux chimères du citoyen. La demanderesse se prévaut des règles du droit commun des biens, notamment l'usucapion qui permet de devenir propriétaire d'un bien par son usage. Mais le fragment à l'aigle, est-il un bien comme les autres ? Dans les années 1960, Unidroit prépare un projet de loi uniforme sur l'acquisition de bonne foi d'objets mobiliers corporels. Très vite, l'UNESCO l'affirme. Les biens meubles culturels doivent en être exclus. C'est qu'ils ne sont pas, je cite, des marchandises ordinaires. En Europe, les biens culturels du domaine public sont très largement soumis à des règles dérogatoires. Ils sont soit imprescriptibles, comme chez nous, c'est le cas par exemple en Espagne et en Italie, soit soumis à des délais de prescription plus longs, c'est le cas par exemple en Grèce. Alors, la France devrait-elle faire exception en traitant son patrimoine culturel comme une marchandise ordinaire ? Au nom de quoi ? De la sécurité des transactions ? Rappelons que l'imprescriptibilité ne concerne que le marché d'œuvres d'art. Et encore, que l'infime partie de ce marché concernant des biens du domaine public. C'est dire que l'atteinte portée au commerce est négligeable. Dès 1896, vous avez ainsi justement écarté le droit commun de l'usucapion pour les meubles d'exception du domaine public. Par un arrêt du 28 juin 2018, le Conseil d'État vous a suivi dans cette voie. On tente pourtant de vous faire croire que cette jurisprudence constante ne devrait pas s'appliquer à de simples fragments. Vous rejetterez cet argument dangereux. Un jour, un antiquaire exhumera de sa cave ces bras auxquels nous avons tous rêvé. Ce sera la découverte du XXIe siècle. La Vénus de Milo nous ouvrait les bras. Mais trop tard, elle restera mutilée. C'est qu'un antiquaire de bonne foi en aura acquis la propriété pour toujours. Alors, combien de nos chefs-d'œuvre faudrait-il sacrifier sur l'autel des antiquaires de bonne foi ? Vous protégerez aujourd'hui l'intégrité de notre patrimoine. Vous rappellerez votre jurisprudence constante en affirmant que la restitution du fragment à l'aigle par l'État est légitime. Mais vous irez plus loin, car cette restitution est un véritable impératif pour notre nation. Dans la balance du juge européen, l'intérêt de l'État pèsera donc ici beaucoup plus lourd que la propriété privée du collectionneur. C'est ce qui nous conduit, en second lieu, à ce déséquilibre monumental. À l'instar du juge européen, il vous appartient de procéder à un contrôle de proportionnalité en vérifiant si un juste équilibre a été ménagé entre, d'un côté, le droit d'un citoyen à s'approprier un fragment de notre patrimoine, de l'autre, l'intérêt général de la communauté à sa conservation. Examinons successivement chaque plateau de cette balance. D'un côté, l'armoire du collectionneur, de l'autre, la mémoire collective. D'abord, combien pèse l'armoire du collectionneur ? La demanderesse se plaint d'une atteinte à son droit de propriété. Elle invoque l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne. Mais quel est son préjudice ? Si elle doit restituer le fragment à l'aigle à l'État, elle peut d'abord agir contre son vendeur sur le fondement de la garantie d'éviction. Son vendeur devra lui restituer le prix d'achat du bien. C'est dire qu'elle ne subit aucune perte financière.
Mais ce n'est pas tout. Elle peut même s'enrichir grâce à sa découverte. Rappelez-vous, dans les années 80, l'acquéreur d'un tableau attribué à l'école de Fragonard découvre que l'œuvre est de Fragonard lui-même. Le vendeur fait alors annuler la vente pour erreur et récupère son tableau. Estimant que le vendeur s'était enrichi grâce à lui, l'acquéreur évincé agit en enrichissement sans cause. En 1992, vous avez fait droit à son action. Il a ainsi dû rendre le verrou de Fragonard, mais il a obtenu une compensation financière pour avoir découvert sa valeur. La demanderesse, qui a découvert l'origine du fragment à l'aigle, se trouve dans la même situation. Si elle doit restituer l'œuvre à l'État, elle peut non seulement obtenir le remboursement du prix qu'elle a payé, mais même retirer un avantage financier de sa découverte. C'est dire que l'atteinte portée à l'armoire du collectionneur est inexistante. En comparaison, l'atteinte qui serait portée à l'intérêt de la nation tout entière si le fragment à l'aigle échappait au domaine public est monumentale. C'est ce qui nous conduit finalement à apprécier le poids de la mémoire collective. Une fois de plus, la nuit grecque dévoile au-dessus de nous les constellations que regardait le veilleur d'Argos. Devant ton génie arraché à la nuit de la terre, salut, peuple d'Athènes, la voix inoubliée qui, depuis qu'elle s'est élevée ici, hante la mémoire des hommes. Même si toutes choses sont vouées au déclin, puissiez-vous dire de nous, siècle futur, que nous avons bâti la cité la plus célèbre et la plus heureuse. Cet appel est gravé sur chacune des pierres de l'Acropole. Dans ce discours prononcé le 28 juin 1959 à Athènes, André Malraux nous rappelle que les ruines racontent plus que des livres d'histoire. Car, en forçant l'imagination, elles créent une mémoire collective. Or, c'est cette mémoire collective, qu'elle soit réelle ou mythologique, qui façonne l'identité d'une nation. C'est ce que répondait Ernest Renan à la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» C'est la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu. À ce titre, une nation est d'abord un passé, la possession en commun d'un riche legs de souvenirs. C'est cette considération qui conduit dès 1970 l'UNESCO à proclamer « Chaque État a le devoir de protéger les biens culturels existants sur son territoire contre les transferts illicites de propriété. » À l'aube de l'ère atomique, André Malraux s'est tourné vers les pierres pour rassembler les peuples européens autour de leur histoire commune. En façonnant l'identité d'une nation, les fragments du passé ont une importance vitale pour la République. Le nom français monument dérive d'ailleurs du latin monere, se remémorer. C'est ce qui explique que l'État ait un intérêt prépondérant à sa conservation. Dans la balance du juge européen, la mémoire collective de la France pèsera infiniment plus lourd que la propriété privée du collectionneur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs. La pièce est plongée dans la pénombre. On y pénètre sur la pointe des pieds. En son centre, un immense écrin lumineux. Ce sont les manuscrits de la mer morte. C'est un véritable monument qui leur a été érigé à Jérusalem, en face du Parlement. Le sanctuaire du livre. C'est que ces manuscrits sont plus qu'une relique historique. Les rouleaux de la mer morte ont été choisis pour façonner une mémoire collective. Comme les jubés gothiques façonnent la mémoire collective de la France. Leurs fragments appartiennent à l'État. Vous rejetterez.